On behalf of the General Assembly, Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, et de l'inviter à prendre la parole devant l'Assemblée. Your Excellency, President. Excellence, Monsieur le Président de la 70e session de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs. Je tiens tout d'abord à adresser mes félicitations au secrétaire général et au personnel des Nations unies, et également à tous les États membres, à l'occasion du 70e anniversaire de cette organisation internationale ô combien importante. Étudier l'histoire, a dit le célèbre Winston Churchill. En effet, l'histoire recèle tous les secrets de la politique. C'est la raison pour laquelle nous étudions l'histoire. Dans des millions et des millions d'écoles de par le monde, un nombre indicible d'étudiants et d'élèves étudient l'histoire, apprenant les événements du passé. Et dans les pages de ces manuels d'histoire, nous constatons que l'histoire est comprimée, résumée à de simples faits. La richesse d'une époque est résumée en quelques paragraphes. Des événements historiques consignés dans de simples phrases. Toutefois, c'est dans ces pages que se retrouvent les secrets de la politique, et c'est grâce à ces pages que nous arrivons à comprendre le monde d'autrefois et son évolution pour devenir le monde d'aujourd'hui. C'est dans ces pages également que nous pouvons tirer les enseignements des erreurs du passé. Monsieur le Président, le monde dans lequel sont nées les Nations unies il y a 70 ans semble être une réalité fort lointaine. En 1945, les journaux parlaient d'Auschwitz, de Buchenwald, d'Hiroshima, de Nagasaki, de Dresde, de l'Armée rouge. En 1945, l'Équateur a déclaré la guerre à l'Allemagne et au Japon. La Syrie a également déclaré la guerre à l'Allemagne et au Japon. L'Union soviétique a été victorieuse dans la bataille de Königsberg. Sans oublier l'offensive de Vienne. L'Espagne a rompu les relations diplomatiques avec le Japon et la Suisse, neutre, a fermé ses frontières avec l'Allemagne. Ce sont là quelques-uns simplement des événements qui ont eu lieu avant la conférence de San Francisco en avril de cette année. Une conférence charnière dans laquelle se sont réunies 50 nations pour déclarer leur attachement à la paix. Mon pays, le Ghana, n'était pas au nombre de ces nations. Il nous a fallu 22 ans de plus pour que la Côte de l'Or acquiert son indépendance et devienne le Ghana. En fait, Monsieur le Président, un certain nombre de pays représentés ici dans ces débats, l'Assemblée générale, en particulier des pays du monde dit le monde en développement, n'étaient pas encore des nations souveraines. Toutefois, nous sommes ici aujourd'hui en tant que membres de cette organisation appelée à juste titre les Nations unies. Et nous faisons partie de ce monde. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, je souhaite avec emphase dire que l'heure est venue pour que les Nations unies soient plus ouvertes au monde. À la vérité, l'heure est venue d'agir de la sorte. Le monde de 1945 est très différent du monde de 2015. Nous devons répondre aux besoins du monde. Monsieur le Président, les titres des journaux aujourd'hui nous parlent de l'EIL, de Boko Haram, d'Al-Qaïda. Dans les médias sociaux, sur Twitter, nous entendons ces mêmes noms. Nous entendons parler de Sandra Bland, qui est décédée dans des circonstances douteuses dans les mains de la police au Texas. Nous entendons parler d'Alan Kurdi, ce jeune garçon syrien qui, avec sa famille, a péri sur les berges, les rivages de la Turquie. Nous entendons parler de Madou Gartdout, des milliers de personnes qui ont péri dans le conflit du Soudan du Sud. Je pourrais continuer cette liste parce que cette liste est très longue.
Des milliers de personnes ont péri en Syrie, au Pakistan, au Nigeria, au Mexique, en Afghanistan, en Somalie. Des milliers ont péri dans des nations africaines, en Méditerranée également, en tentant de fuir la pauvreté, la faim, la maladie, les conflits, la persécution. Il y a également ceux qui, en cherchant refuge, en se lançant dans ces voyages périlleux, ont pu arriver aux frontières d'autres nations, dont certains les ont accueillis à bras ouverts et dont d'autres les ont rejetés ou contraints à un triste sort. Ces nombres, ces chiffres, Monsieur le Président, sont édifiants. Et ce n'est pas l'histoire que l'on apprend dans les écoles, pas encore en tout cas. Ce ne sont pas des événements qui sont encore consignés dans un livre, résumés dans des paragraphes ou des phrases bien ficelées. Ce sont les mots de notre temps. Et alors que nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de la voie à suivre, je voudrais faire écho à un discours prononcé par Franklin Roosevelt avant son décès. Il s'apprêtait à prononcer ce discours à la conférence de San Francisco. Monsieur Roosevelt a écrit « Le travail, mon ami, mes amis, c'est un travail de paix. » Et nonobstant toute l'évolution du monde au cours de ces 70 ans, cette simple vérité reste d'actualité. Mais comme beaucoup de grands hommes et de grandes femmes de l'histoire nous l'ont dit, la paix, ce n'est pas simplement l'absence de guerre. La paix, c'est également la présence de la dignité humaine, la réalisation de l'égalité, le respect de l'humanité et des droits qui l'accompagnent. Si nous voulons parler de la voie à suivre, nous devons le faire en des termes nouveaux, en trouvant de nouvelles solutions, loin des annales de l'histoire, et nous devons examiner les institutions de base, les institutions gouvernementales, culturelles, la société, et chacun d'entre nous. Certaines de ces institutions ont été créées pour protéger, promouvoir la paix, mais ces institutions violent parfois leur mandat et suscitent la peur du public. Lorsque une race de citoyens a le sentiment que sa vie n'a aucune importance, lorsque des réfugiés échappent avec succès aux horreurs de la guerre pour être ensuite traités avec brutalité sur des terres étrangères, lorsque des victimes déjà traumatisées par les conflits sont violées par des casques bleus qui étaient là pour assurer leur bien-être et leur sécurité, nous autres, en tant que dirigeants du monde, en tant que communauté internationale, nous devons cesser de rester quoi et nous devons agir. Nous devons changer la donne. La peur attise la désillusion et l'apathie, la haine et la xénophobie. Et nous devons donc accepter le fait que nous appartenons tous les uns aux autres. Nous sommes tous le gardien de nos frères. Au Ghana, nous sommes en train de revoir nos règles d'engagement pour établir un équilibre entre le maintien de l'état de droit et le respect des droits fondamentaux de notre peuple en matière de liberté d'expression. Depuis le début de l'humanité, des traditions culturelles et sociales ont été utilisées pour représenter l'identité. Les tissus Kent, par exemple, au Ghana, sont aussi emblématiques que les kimonos au Japon. Les bar mitzvahs sont aussi emblématiques du judaïsme que le 15e anniversaire des jeunes filles en Amérique latine. Toutefois, certaines pratiques, certaines croyances, bien que considérées comme étant traditionnelles, n'ont pas de place dans le monde d'aujourd'hui. Elles ne devraient pas être permis dans le monde que nous prévoyons pour l'avenir. Et parmi ces traditions, il y a des traditions qui refusent que des individus, des hommes, des femmes, des enfants puissent jouir de leurs droits de base, et des traditions qui les relèguent à la pauvreté, à la maladie. La plupart des pauvres dans le monde sont des femmes. Nous créons des programmes, des politiques pour rectifier le déséquilibre. Nous devons régler ces problèmes, le problème de l'inégalité entre hommes et femmes.
Nous avons lancé un programme de lutte contre la pauvreté. Nous avons accordé des dons à 77 000 foyers dans notre pays. Ce programme vise à alléger la pauvreté. Il permet également à ses bénéficiaires d'avoir des soins de santé gratuits grâce à un système d'assurance sanitaire nationale pour lutter contre la mortalité infantile et pour lutter contre la malnutrition. Nous prévoyons également d'aider les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins d'1 an. Chacun sait que l'égalité entre hommes et femmes et l'éducation sont les moteurs du changement. Et nous devons nous attaquer au problème à la base. Nous parlons souvent de possibilités d'accès. Ce sont des notions honorables, mais il faut avoir accès à l'éducation, certes, mais il faut aussi bénéficier d'une bonne éducation. Au Ghana, nous avons enregistré des progrès remarquables pour atteindre l'objectif l'OMD sur l'éducation de base. Nous avons lancé un programme qui encourage les parents à envoyer les filles à l'école et nous avons obtenu une égalité entre écoliers et écolières au niveau de l'école primaire. Mais ce qui se passe au-delà de l'école primaire est un autre problème. Souvent, les jeunes filles quittent l'école pour être données en mariage. L'Afrique a le taux le plus élevé de mariage d'enfants de par le monde, suivi par l'Asie. La Convention de 1964 des Nations Unies avait pour objectif d'abolir la pratique du mariage des enfants. Toutefois, en Afrique de l'Ouest, 2 filles sur 5 sont mariées avant 18 ans. Ces jeunes filles sont plus que d'autres touchées par la mortalité maternelle. Elles souffrent davantage également de maladies sexuellement transmissibles. Elles vivent dans la pauvreté, leur situation est parfois insurmontable. Toutefois, la recherche montre que 64% de filles ne seraient plus mariées dans leur enfance si elles terminaient l'école secondaire. Nous reconnaissons l'importance de toutes ces questions et nous avons lancé une campagne sous l'égide de l'UNICEF pour mettre un terme au mariage des enfants, pour que les filles aillent à l'école. Monsieur le Président, cette année, nous avons une assemblée générale fructueuse. Nous avons adopté les ODD, nous avons essayé de voir comment nous pouvons mettre en place des systèmes de santé solides, nous avons un sommet sur le maintien de la paix, nous avons vu comment lutter contre l'extrémisme violent. Nous allons repartir avec beaucoup de souvenirs en mémoire. Et je dois dire que pour moi, l'image la plus remarquable de ces quelques jours de réunion n'a été autre que la voiture du pape. Il était époustouflant de voir le pontife saluer les multitudes et avancer dans des couloirs. Il était étonnant de le voir émouvoir jusqu'aux larmes des chefs d'État et de gouvernement. Mais ce qui a vraiment été époustouflant à mes yeux, c'est de le voir parcourir les rues de New York dans une petite Fiat 500. C'était une grande métaphore de notre époque, une leçon puissante qui montre des changements que nous devons apporter à l'avenir. Il était étrange de voir ce petit véhicule parcourir les rues de New York, escorté, effacé même par d'énormes 4x4. Cela nous rappelle le sort des pays appelés pays en développement et nos relations avec les plus riches. Nous avons le sentiment d'être protégés, mais nous sommes parfois également submergés. Nous avons le sentiment d'être guidés, mais nous nous sentons également intimidés. Nous avons du mal à garder le cap. Ce qui m'a frappé, surtout, c'est la modernité de l'instant. La survie de notre planète dépend de nous. Nous devons tenir compte de toutes les exigences de cette modernité. Nous devons redéfinir nos liens avec la nature. Nous devons comprendre que nous faisons partie d'un écosystème. Nous devons enfin comprendre que c'est nous qui dépendons de la nature et non pas le contraire. Ces dernières années, en Afrique, des lueurs d'espoir se sont fait naître. Nombre de pays africains ont épousé la démocratie et des élections libres et équitables sont devenues une réalité dans de nombreux pays.
Plusieurs pays africains constatent une accélération de leur croissance économique et connaissent un certain succès dans la lutte contre la faim et la pauvreté. Mon propre pays, le Ghana, a largement bénéficié de la réalisation des OMD. Le Ghana est considéré comme un des grands succès de l'Afrique, alors que nous étions autrefois dans une situation difficile. Nous avons une démocratie stable et solide dont nous pouvons nous enorgueillir, une économie qui connaît également une croissance forte depuis plus de 20 ans. Nous sommes exposés toutefois à une certaine incertitude, celle des marchés internationaux, et la coopération avec nos partenaires multilatéraux et bilatéraux est donc un élément positif. Toutefois, soulignons également que nous voulons diversifier notre économie, accélérer la croissance. Mon gouvernement est déterminé à préserver une discipline budgétaire solide pour stabiliser la macroéconomie et stimuler la croissance et l'activité entrepreneuriale. Quoi qu'il en soit, une des plus grandes difficultés auxquelles se heurte l'Afrique concerne des problèmes énergétiques, et le Ghana ne fait pas exception. Dans nombre de pays africains, les coupures de courant sont même considérées comme étant normales. Au Ghana, 2 décennies de croissance positive ont entraîné une demande en électricité supérieure à l'offre. Des programmes ont dû être mis en place et malheureusement des petites et moyennes entreprises, celles qui peuvent le moins se permettre de payer des générateurs ou des groupes d'électrogènes onéreux, en paient le prix. Nous mettons en place des programmes pour avoir un système de production d'électricité en cas d'urgence pour établir un équilibre entre l'offre et la demande. Nous envisageons d'ajouter 3500 mégawatts d'électricité dans notre réseau en utilisant des réserves de gaz importantes que nous avons découvertes au large de nos côtes. Et ceci s'ajoutera à des énergies renouvelables, énergie solaire, de la biomasse et de sources éoliennes. Le chemin qui nous reste à parcourir pour des pays comme le Ghana, mais également pour toutes les nations, exige que nous parvenions à la suffisance énergétique, mais ce de façon durable, sans mettre à mal le fragile équilibre de notre planète. En décembre, des représentants du monde entier se réuniront à Paris. Nous devons faire attention à ce qui nous entoure, à la fonte des glaciers dans les climats tempérés, à la réduction des précipitations, à l'avancée des déserts en Afrique ou dans les lacs, à la réduction des lacs du Moyen-Orient en Asie, des lacs qui disparaissent. Tout ceci doit être un signal d'alarme. Nous devons prendre des mesures draconiennes d'urgence. Nous devons freiner la consommation pour respecter l'environnement. Nous devons pratiquer la tolérance et une bonne coexistence. Récemment, les États-Unis et Cuba ont pris des mesures importantes pour normaliser leurs relations. C'est une étape importante pour reléguer au passé les reliques de la guerre froide représentées par le blocus économique de Cuba. Je suis également encouragée par l'accord historique entre les États-Unis et des partenaires et par l'évolution sur le dossier iranien et par les mesures prises pour freiner le développement des armes nucléaires. Nous sommes également encouragés par les mesures prises pour régler le dossier palestinien qui semble extrêmement difficile. Le Ghana appuie la solution des 2 États. Israël pacifique et stable, coexistant avec un État palestinien souverain. Et nous demandons à cette fin la cessation immédiate de la construction des colonies de peuplement sur les territoires palestiniens. Monsieur le Président, dans 70 ans, ceux qui se pencheront sur notre époque, que penseront-ils de nous ? Lorsqu'ils étudieront l'histoire, lorsqu'ils se pencheront sur ces événements qui façonnent notre monde et nos vies, ces millions et ces millions d'étudiants penseront à nous, mais que diront-ils? Que penseront-ils de notre action, de notre inaction? Quels sont les secrets de la politique qu'ils apprendront? Et surtout, de quel monde vont-ils hériter du fait des efforts que nous déployons en faveur de la paix? Car après tout, c'est
cette histoire que nous détenons aujourd'hui entre nos mains. Nous ne pouvons pas les décevoir. Je vous remercie de votre attention. On behalf of the Au nom de l'Assemblée générale, je voudrais remercier le président de la République du Ghana de sa déclaration. Je prie les représentants de rester à leur place pendant que nous accompagnons le président.